Lumière. 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 Lumière sur la paléoécologie avec Aurélien Royer, chargé de recherche CNRS au laboratoire Biogéosciences. Ils peuvent faire jusqu'à 15 cm. Ils se répartissent sur l'intégralité du domaine polaire de la Scandinavie en passant par le Groenland jusqu'à la Sibérie. Ils ont connu les mammouths et les hyènes des cavernes. Mais quels sont donc ces êtres mystérieux ? Ce sont les lemmings, de petits mammifères très intéressants à observer car ils sont les indicateurs précieux pour les paléontologues. Aujourd'hui, nous recevons Aurélien Royer, chercheur CNRS en paléontologie, spécialisé dans les paléo-environnements et paléoclimat du Pléistocène supérieur au laboratoire Biogéosciences à Dijon. Bonjour Aurélien. Alors avant toute chose, pouvez-vous nous situer le Pléistocène dans l'échelle des temps géologiques ? Alors, le Pléistocène commence à environ 2,6 millions d'années pour finir il y a 11 700 ans. Donc c'est une période qui se caractérise notamment par le fait qu'il y ait beaucoup de cycles glaciaires interglaciaires. Et là, la période qui m'intéresse, en tout cas cet étage qui m'intéresse le plus étant le Pléistocène supérieur, c'est la phase qui commence à environ 130 000 ans, donc pour finir 11 700 ans, et qui se caractérise en fait par la présence d'un interglaciaire, qu'on appelle les miens, et d'une grande période glaciaire où ont vécu les hommes de Néandertal et les hommes anatomiquement modernes. D'accord. Alors, parlez-nous maintenant de ces fameux lemmings. Pourquoi sont-ils si précieux pour vous ? Alors, les lemmings, ce sont des petits rongeurs qui ont la particularité de vivre, comme vous l'avez précisé au tout début, dans les milieux les plus septentrionaux de l'Eurasie, et voire du continent aussi américain. On le retrouve au Groenland, on le retrouve en Finlande, on le retrouve dans la péninsule de Yamal. Après, le terme lemming, c'est un terme, on va dire, un peu générique dans le sens où il regroupe plusieurs espèces avec des rongeurs ayant des caractéristiques de vie, de l'éthologie différentes. Certains vont vivre dans le milieu plutôt boréaux comme la taïga ou dans les milieux plutôt de toundra. Et quand on s'intéresse un peu au registre fossile, tout le monde a dans son imaginaire, on va dire le mammouth, la hyène des cavernes. Ce sont des animaux qui sont assez imposants et quand on s'intéresse à ces animaux qui reflètent un milieu qu'on ne connaît plus, en fait, la particularité du lemming, quand on le trouve dans le registre fossile, c'est de dire « Ah oui, lui, il est quand même marqueur d'un milieu qui est plutôt inhospitalier, qui est quand même très différent du nôtre. » Alors, justement, comment allez-vous procéder sur le terrain pour récupérer les fossiles de lemmings ? Est-ce que vous faites des campagnes de fouilles régulières ? Et combien de temps ça prend une campagne de fouilles ? Enfin, je dis campagne de fouilles, c'est peut-être pas le bon mot non plus. Si, c'est le bon mot. Alors, j'ai la chance de travailler avec plein de collègues archéologues, davantage des préhistoriens en France et aussi un peu autre part. Donc, en tout cas pour le système français, pour les préhistoriens on fouille en programmé. Le préventif, c'est encore une autre histoire. L'INRAP, c'est encore une autre histoire, ou les autres boîtes privées. Mais pour le programmé, généralement, on établit pour un site une problématique de recherche. On ouvre un site pour avoir une problématique de recherche, pas juste pour le vider, c'est pas du tout notre objectif. Donc l'idée est d'avoir une problématique de recherche et on va généralement revenir sur le terrain à 3, 6, 10, 12 ans. Bon, il y a quelques sites qui font encore des exceptions où ils vont encore au-delà à 20 ou plus. Et en fait, chaque campagne annuelle dure environ ça dépend des fouilles, 2 semaines ou 2 mois. Et en fait, ça va permettre de sortir le matériel qui, durant cette campagne, qui va nous occuper globalement le reste de l'année. Donc l'objectif n'est pas de le vider intégralement le site, mais plutôt de comprendre par rapport à une problématique, soit comprendre les contributions des hommes préhistoriques, la fonction des sites, ou plutôt les datations. Et dans ce cadre-là, en fait, normalement, quand on fouille un site archéologique, le protocole, maintenant depuis une 50aine d'années quand même, c'est de aussi tamiser, laver le sédiment. Parce que initialement, en fait, on perdait du matériel. Parce que quand on fouille à cause du matériel, on peut louper certains éléments qui sont petits et qui sont aussi très intéressants, que ce soit en termes de lithique, en termes de grands mammifères et autres. Et en fait, au passage, en faisant cette opération, on récupère également des petits mammifères, comme les lemmings, comme les campagnols, comme les musaraignes. Donc ça se passe comme ça en fait. Grâce au tamisage durant les campagnes de fouilles, on peut récupérer ce matériel. Et l'un des avantages, en tout cas, pour quand on s'intéresse à cette période glaciaire ou a vécu l'homme, disons que c'est pas l'homme qui a accumulé les petites bêtes, mais ça permet de documenter, de mieux
préciser, appréhender l'environnement, en tout cas autour des sites. Alors justement, on a parlé du terrain. Comment ça se passe une fois que vous retournez au laboratoire ? J'ai vu que dans une publication récente, vous avez pu démontrer pour la première fois, me semble-t-il, que la présence de Myopus schisticolor en Europe occidentale à la période dont vous parliez. Alors pour nous, enfin pour moi en tout cas, là c'est complètement abscon. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ce que vous avez pu démontrer et comment vous avez procédé une fois que vous avez récupéré les éléments de fouille au labo et après comment vous avez pu démontrer cette information ? Alors, c'est un bien grand mot, j'ai participé à, vu que c'est quand même le travail de mon étudiant de thèse, Louis Herbès, donc c'est pas moi directement, c'est ses résultats principaux. En fait, c'est venu un peu d'une idée, c'est que ce Myopus schisticolor, qu'on appelle plus facilement l'héming des bois, c'est quand même beaucoup plus simple comme nom. Merci. En fait, c'est une espèce qu'on connaît très mal. Elle a été identifiée à partir de 1920. Dans les années 20, vraiment, on connaissait un petit peu avant, mais c'était délicat. On ne connaissait même pas son aire de répartition et on a encore plein de doutes sur ce lemming. Mais en fait, il présente une morphologie dentaire qui est similaire au lemming des toundras de Norvège. Donc en termes dès lors qu'on fait de la paléontologie, dès que c'est similaire, c'est hyper difficile à discriminer, à identifier. Et en fait, il y a un paradigme qui traînait dans la recherche sur les rongeurs, comme quoi en fait ce rongeur-là n'était pas venu en Europe avant 10 000 ans. Et qu'il a colonisé en fait lié à l'Holocène, le développement de la taïga et des milieux forestiers boréaux et a pu permettre de s'installer jusqu'en Finlande. Donc il y avait ce petit paradigme qui traînait depuis au moins les années 70-80. L'autre particularité, c'est que c'est aussi un rongeur qui est très peu présent dans le registre fossile. On a souvent quelques dents par-ci, par-là, mais c'est pas une abondance comparée à d'autres rongeurs, du fait qu'il n'est pas forcément capturé aisément par ses prédateurs naturels. Et en fait, c'est venu avec cet étudiant, donc on a juste réfléchi, si on faisait un petit modèle pour séparer les deux rongeurs avec maintenant d'autres approches, non plus juste en décrivant visuellement, mais en appliquant ce qu'on appelle de la morphométrie, géométrie, pour pouvoir caractériser un peu les formes, les variabilités, et voir si on arrive vraiment quand même à discriminer ces deux espèces de lemmings facilement, si le modèle marche, et pourquoi pas l'appliquer au fossile. On a fait le modèle avec donc un référentiel actuel, on avait la chance d'avoir ces rongeurs-là, pour une même étude d'ailleurs précédente qui avait été faite à l'université de Bourgogne, même au laboratoire. Donc on va réappliquer ce référentiel-là, on va l'augmenter en contactant aussi quelques collègues de Finlande, des musées et autres, pour avoir plus de référentiels pour documenter la variabilité de ces rongeurs. Et essayer de trouver que ça marche, le modèle marche très bien sur de l'actuel, qu'on arrive à discriminer à environ 95%. Donc on s'est dit, maintenant on va l'appliquer sur du fossile. On avait quelques dents, j'avais un collègue du Jura qui m'avait prêté un site où il y avait des lemmings, justement, c'était le cas, puis on avait contacté une personne également en Angleterre, vu qu'il y a beaucoup plus de lemmings comme ça en Angleterre, et en fait il s'est trouvé qu'il y avait un ou deux individus qui tombaient vraiment dans le lemming des bois, et on s'est dit, oups, voilà, ça marche, il y a ce lemming-là qui est en Europe également. Et après, son travail a été également de documenter d'autres sites, par exemple en République tchèque, et qui confirment en fait la présence de ce lemming des bois en Europe, beaucoup plus tôt que l'on l'envisageait. Et en fait, on a encore une étude en cours qui démontre que c'est encore plus tôt. Alors, on en était aux dents des lemmings des bois, petits mammifères rongeurs. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous raconter, ces molaires, par rapport au climat ? Parce que moi, je vois pas trop le rapport entre la dent d'un rongeur et le climat. Alors, quand on travaille sur le registre fossile, on a une dent, c'est bien, on aime bien en avoir plusieurs, parce qu'une dent, des fois, c'est un peu limité. Et il y a deux parties deux approches qu'on peut utiliser avec cette dent. La première, c'est plus le côté taxonomique et identification d'espèces qui nous permet de reconstituer une communauté, et à partir de cette communauté, de le lier à un environnement. C'est-à-dire que si on trouve du mulot, si on trouve du laireau, on va dire que l'environnement va être plutôt boisé. Si on trouve un lemming ou un lemming à collier, là, c'est sûr que ça va être plutôt de l'ordre de la toundra. On va dire que le lemming des colliers adore, par exemple, la neige. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de neige à l'époque. Après, on peut lier également la communauté qu'on reconstitue. On peut la lier à des conditions climatiques avec des fonctions de transfert en disant, on sait que ça va représenter telle biocénose, donc ça devrait donner tel environnement et tel climat
Après, il y a une deuxième partie qui est aussi très intéressante, qui est de l'ordre cette fois-ci, non plus de juste regarder la dent, mais un peu de l'analyser autrement, avec d'autres approches, comme la micro-usure dentaire, comme la géochimie. En fait, dans les dents, c'est une phase minérale à environ 90-95%. Dedans, il y a de l'oxygène. Et à partir des compositions isotopiques de l'oxygène, on peut réussir à reconstituer des températures. Moi, ça m'époustoufle à partir d'une dent, d'une molaire d'un petit animal qui a vécu il y a des dizaines de milliers d'années. On va pouvoir reconstituer l'oxygène ambiant et savoir s'il faisait chaud, froid, s'il y avait beaucoup de carbone ou voilà. On peut estimer des températures, bien entendu, avec des intervalles, Bien selon sûr. comment l'animal a vécu, mais ça nous a permis, enfin, il y a des collègues qui ont permis, grâce à ces approches, d'aller jusqu'au temps des dinosaures. Donc, c'est des approches robustes. Alors, une fois que vous êtes de retour au laboratoire, vous utilisez certainement différentes méthodes d'investigation, comme vous en avez parlé, la morphométrie géométrique. Qu'est-ce que c'est bien précisément, s'il vous plaît? Et une autre petite question technique, est-ce qu'on peut faire des analyses ADN sur des fossiles? Alors, pour la première réponse à morphométrie, géométrie, c'est l'analyse des formes. D'accord. C'est de pouvoir essayer d'évaluer la variabilité des formes tout en évitant de trop considérer la taille aussi. Donc en fait, c'est une nouvelle approche, enfin nouvelle qui date quand même des quelques années, mais qui nous permet non plus cette fois-ci d'avoir une dent type. Généralement, quand on analyse en paléontologie, même si on a un cerveau qui est bouillonnant, et on reste toujours sur des stéréotypes. Et en fait, là, c'est pouvoir, avec ces approches-là, intégrer aussi une variabilité des formes, parce que les dents sont extrêmement variables. Toutes les dents sont variables, même les dents humaines le sont. Et de pouvoir intégrer cette variabilité pour pouvoir mieux la comprendre, la documenter, et aussi l'appliquer pour discriminer les espèces. Donc après, c'est des analyses statistiques qui sont derrière, comment on les sépare et autres. Après, pour l'analyse de l'ADN sur des restes fossiles, oui, c'est largement possible. Pas ici, ici, on le fait pas trop sur le fossile, mais oui, c'est possible. J'ai eu la chance de collaborer avec des équipes polonaises qui se sont intéressées, en fait, justement, cette fois-ci, à l'ADN fossile des rongeurs. Généralement, au début, on commençait sur les mammouths et autres grands mammifères, et puis au bout d'un moment, les techniques sont tellement améliorées qu'on peut s'intéresser aux fossiles. Et on peut remonter pour l'instant jusqu'à 80 000 ans, en tout cas, voire même presque 100 000 ans pour le registre des rongeurs, encore plus pour d'autres espèces. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ça nous apporte un autre point de vue. C'est-à-dire qu'on va plus s'intéresser à l'espèce, mais on peut s'intéresser presque à la population. Par exemple, si on revient sur des affaires de lemmings, durant les 80 000 ans en France, il y a eu plusieurs lemmings. Là, pour l'instant, on en compte au moins 4 espèces. Et pour le lemming écolier, il est présent entre 40 000 et 15 000 ans de manière presque continue. Régulièrement sur les sites, je ne les vois pas partout en France, mais on les voit partout. Ils ont même réussi à atteindre le Vaucluse. En fait, durant ces 40 000 ans, est-ce qu'ils sont présents de manière continue ou pas? Et en fait, toute la phase du Pléistocène supérieur, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est une période qui se caractérise par énormément de variations climatiques, avec des périodes légèrement, on va dire, interstadiaire, avec, on va dire, un climat, on va dire, raisonnablement doux, quoi, et des conditions beaucoup plus froides ou beaucoup plus arides qui vont justement faciliter ce développement des lemmings. Mais il y a énormément de variations, et en fait, en analysant l'ADN fossile, on se rend compte qu'il y a eu des extinctions. Il y a eu des colonisations de lemmings qui sont massifs, qui sont en fait à l'échelle continentale. Ils ont des vagues, ça a colonisé. En fait, il y a eu un climat qui ne leur est plus favorable, les populations disparaissent. Et une nouvelle colonisation apparaît. Et en fait, on voit qu'il y a une succession de colonisations, de vagues qui s'est faite. Et donc, ça veut dire aussi que ça nous éclaire sur ce qui se passe peut-être dans notre climat actuel. Oui. Après, notre climat actuel est aussi un peu particulier. Donc, on est dans un climat qui est tellement transformé par l'homme que comment ça va jouer dans le futur, c'est toujours un peu délicat à en parler. Après, on va dire que l'avenir des lemmings est un peu chaud. Parce que ils peuvent plus remonter comparé à d'autres espèces. Ils sont vraiment au bord. Au Groenland, ils pourront pas aller plus loin. Et l'autre problème qui se pose, c'est que au-delà de pouvoir pour eux, c'est que les changements climatiques qui arrivent, ils modifient tellement la neige, en tout cas par exemple le lemming écolique, qui est vraiment inféodé au type de neige pour pouvoir creuser, que pour eux,
ça va être des modifications importantes, mais s'ils n'ont pas la bonne neige, ils pourront plus se reproduire. S'ils peuvent plus se reproduire, ils ne peuvent plus être les proies de tout le socle trophique. C'est les proies des prédateurs, des hermines, des chouettes arfans, des renards polaires. Par exemple, en Suède, le renard polaire, la reproduction de renard polaire est liée au cycle des lemmings. Donc, perdre... ces rongeurs-là sont le socle, en fait, de ce monde arctique. La disparition ou toutes les modifications du climat vont engendrer des perturbations des lemmings et vont engendrer d'autres perturbations à la chaîne. Merci Aurélien pour ces explications très éclairantes sur l'apport de la paléoécologie. Et on peut en effet mieux comprendre l'importance des changements climatiques sur les espèces. Nous suivrons avec attention vos recherches. À bientôt. C'était Lumière sur la paléoécologie avec Aurélien Royer, chargé de recherche CNRS au laboratoire Biogéosciences.